Pierre-Marie-Félix Janet, né le 30 mai 1859 à Paris et mort le 27 février 1947 dans la même ville, 7e arrondissement. Deuxièmement, est d'abord un philosophe, puis un psychologue et enfin un médecin français. C'est une figure majeure de la psychologie française du XIXe siècle. Il crée le terme de subconscient quatrièmement. Mais il rencontre des problèmes avec Freud. Son modèle de l'inconscient attribue un rôle déterminant au traumatisme psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Il connaît dans les années 2000 un succès important chez les spécialistes américains du stress post-traumatique. Cinquièmement, Janet fut probablement le théoricien de l'hypnose et l'hypnothérapeute le plus intéressant de cette époque-ci. Biographie. Plaque 54 rue de Varennes, 7e arrondissement de Paris, où il vécut. Passionné de psychologie dès son enfance, Pierre Janet suit les conseils de son maître Théodule Ribaud de se former simultanément en philosophie, seul cursus de psychologie à l'époque, et en médecine, la neurologie abordant aussi des questions psychologiques. Normalien, il est agrégé de philosophie en 1882, docteur en philosophie en 1889, l'automatisme psychologique, et docteur en médecine en 1893. Contribution à l'étude des accidents mentaux chez les hystériques. En 1889, le neurologue Jean-Martin Charcot lui confie la direction du laboratoire de psychologie de la Salpêtrière, qu'il gardera jusqu'à sa dissolution par Jules Desjardins en 1910. Il fonde le Journal de psychologie normale et pathologique, 1904, et la Société de psychologie, 1901, qui deviendra en 1941 et jusqu'à nos jours la Société française de psychologie. Après quelques années d'enseignement de la philosophie en lycée et à la Sorbonne, il remplace Ribaud puis lui succède au Collège de France, où il occupe la chaire de psychologie expérimentale et comparée de 1902 à 1934. Il se marie en 1894 avec Marguerite Duchesne, dont il aura 3 enfants, Hélène, Fanny et Michel. Pierre Janet est reçu à l'Institut de France en 1923, Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil du philosophe Alfred Fouillé. En 1929, il préside la Société médico-psychologique toujours active de nos jours, où il avait été admis dès 1894. Sa méthode d'investigation psychologique suit une démarche clinique expérimentale dans laquelle il recourt à l'hypnose avec des sujets reçus dans le cadre psychiatrique. C'est pourquoi, en sus de ses recherches psychologiques, il publie aussi d'abondants travaux de psychopathologie. Paradoxalement, c'est cette partie psychiatrique de son œuvre qui est actuellement la plus utilisée, tandis que sa psychologie reste encore sous-exploitée. Septièmement, Janet devient l'ami et l'interlocuteur des principaux aliénistes, psychologues et philosophes de son temps, par exemple William James et Henry Bergson. La plupart des grands psychologues et psychiatres de la génération suivante se réfèrent à ces résultats, ainsi Henri Baruch, Léon Chertok, Jean Dillet, Henri Iwai, Ignace Mayarsan, Eugène Minkowski, Jean Piaget, Henri Piron et Henri Wallon. Pierre Janet a publié près de 120 articles de recherche dans des revues à comité de lecture françaises et internationales, et, en marge de ses travaux de recherche, environ 30 livres presque tous réédités récemment. Il est enterré près de la maison de ses parents à Bourg-la-Reine, où, depuis 2004, sa tombe est fleurie et entretenue par les bons soins de la municipalité en partenariat avec l'Institut Pierre Janet. La célébration de son 150e anniversaire a été inscrite au catalogue national 2009 du ministère de la Culture. Cours au Collège de France. Au Collège de France, Pierre Janet succède à Théodule Ribaud à la chaire de psychologie expérimentale et comparée, qu'il occupe de 1902 à 1934. Les annuaires du Collège de France donnent les résumés de ses cours. Ils ont été publiés dans les leçons au Collège de France en 2004 chez l'Harmattan. Le tableau suivant en donne les intitulés et fournit un aperçu de la diversité des thèmes abordés par Pierre Janet sur plus de 30 années. Année intitulée. De 1901 à 1902 l'étude expérimentale et comparée de la fatigue. De 1902 à 1903 les émotions et les oscillations du niveau mental. De 1903 à 1904 l'étude expérimentale et comparée des conditions de la conscience. De 1904 à 1905 les conditions psychologiques des mouvements des membres. De 1905 à 1906 les modifications de la conscience dans les névroses hystériques.
De 1906 à 1907, les modifications de la conscience dans les névroses psychasthéniques. De 1907 à 1908, l'analyse psychologique et la critique des méthodes de psychothérapie. De 1908 à 1909, l'analyse des émotions et des sentiments. De 1909 à 1910, l'analyse des tendances et les lois de leur réalisation. De 1910 à 1911, l'analyse de la perception du monde extérieur. De 1911 à 1912, des tendances sociales et du langage. De 1912 à 1913, les tendances intellectuelles élémentaires et les idées générales. De 1913 à 1914, les tendances intellectuelles relatives à la recherche de la vérité. De 1914 à 1915, les tendances rationnelles qui imposent des lois à la conduite et à la croyance. De 1915 à 1916, les tendances industrielles et la recherche de l'explication. De 1916 à 1917, les degrés de l'activation des tendances. De 1917 à 1918, les degrés de l'activité psychologique. De 1918 à 1919, les oscillations de l'activité psychologique. 1. De 1919 à 1920, les oscillations de l'activité psychologique. 2. De 1920 à 1921, les formes successives de la personnalité au cours de l'évolution psychologique. De 1921 à 1922, l'évolution des conduites morales et religieuses. De 1922 à 1923, l'évolution de la mémoire et de la notion du temps. De 1923 à 1924, les sentiments simples qui accompagnent l'action, la tristesse et la joie. De 1924 à 1925, les sentiments sociaux affectifs, l'amour et la haine. De 1925 à 1926, les stades de l'évolution psychologique. De 1926 à 1927, l'étude de la pensée intérieure et de ses troubles. De 1927 à 1928, l'évolution de la mémoire et de la notion du temps. De 1928 à 1929, l'évolution psychologique de la notion de personnalité. De 1929 à 1930, la faiblesse et la force psychologique. De 1930 à 1931, les délires d'influence et les sentiments sociaux. De 1931 à 1932, les conduites intellectuelles élémentaires. De 1932 à 1933, la conduite de la croyance. De 1933 à 1934, les oscillations de l'esprit. Témoignage de Jean Piaget. Les travaux de Théodule Ribot et de son successeur Pierre Janet, ceux d'Alfred Binet et de son successeur Henri Piron, ne sont pas seulement une gloire pour la psychologie française. Les résultats acquis ainsi que l'esprit et les méthodes représentées par ces maîtres sont plus vivants que jamais, malgré le désarroi du monde contemporain, et tous les chercheurs ainsi que tous les éducateurs en sont redevables de près ou de loin. La méthode pathologique inaugurée par Ribot s'est doublée avec Pierre Janet d'une analyse génétique dont tous les psychologues de l'enfance sont aujourd'hui tributaires. Adresse du Bureau international d'éducation pour le centenaire de Théodule Ribot et du jubilé de la psychologie scientifique française en 1939. Psychologie. Photographie de Pierre Janet par Dorneck. La psychologie des conduites de Pierre Janet est une synthèse expérimentale des champs correspondant de nos jours à la psychologie cognitive, perception, motricité, raisonnement, attention, mémoire, la psychologie sociale, représentation, et la psychologie dynamique, dont il est le fondateur, cette dernière spécialisation ayant disparu de la recherche universitaire comme domaine autonome, et fait des variations de force et de fatigue sur la personnalité. Il est possible de distinguer trois de ses apports à la psychologie expérimentale. Une caractérisation de l'émotion. Janet s'emploie tout au long de sa carrière à définir les types et les propriétés des émotions, dans le cadre d'une modélisation des rapports entre l'émotion et l'action. L'émotion est ce qu'il appelle sentiment, tandis que ces émotions sont ce qu'on appelle aujourd'hui les chocs émotionnels. Action secondaire de régulation de l'acte principal, diminution ou amplification. Les émotions donnent les degrés du sentiment du réel et ajustent l'acte à la pertinence du contexte. La quantité et le contenu des émotions dépendent principalement de la force ou fatigue du sujet, donc de sa capacité à entreprendre, perfectionner et achever ses actions. Des actions efficaces produisent des émotions correspondant bien à la situation, par exemple être triste à un enterrement, gai à une fête, générant dans les deux cas l'impression de vivre pleinement l'instant présent,
Présentification. Des actions entravées produisent des émotions décalées, par exemple être sombre tout le temps, être gai dans des situations graves, car rares mais spectaculaires, ou ne plus ressentir d'émotions du tout. Ils ont bien du bonheur d'être malheureux, mes voisins. Déplore une patiente si affaiblie qu'après avoir déjà perdu tous les sentiments de joie, elle ne parvient même plus à ressentir ceux de tristesse. Collège de France. Monsieur le professeur Pierre Janet, Bibliothèque de la Sorbonne, NUBES. Janet et la sexualité. Janet s'opposait aussi à Freud sur la question de la place que ce dernier accordait à la sexualité dans les troubles psychologiques et de manière plus générale comme moteur des activités humaines. Huitièmement, Pierre Janet avait préfacé l'ouvrage de Richard von Krafft-Ebing avec ces propos: les troubles innombrables de ces conduites sexuelles ont des conséquences graves, non seulement pour la santé physique et morale de l'individu, mais encore pour la vie et le bonheur des autres. Ils donnent naissance à toutes sortes de problèmes juridiques à propos desquels la compétence dans ces questions très spéciales est indispensable. Neuvièmement, une modélisation du rapport entre la pensée et l'action. La psychologie dynamique rend compte des effets cognitifs, car c'est la force disponible pour les actions qui détermine la quantité et la qualité des pensées et des paroles, et non pas les pensées qui orientent les actes. Quantitativement, la pensée se développe dans la proportion que l'action des membres est entravée. L'action efficace s'entoure de peu de pensée, l'action retardée ou gênée charrie d'autant plus de résidus cognitifs, idées envahissantes, raisonnements interminables, justifications a posteriori. Qualitativement, les contenus de pensée dépendent étroitement de la force du sujet à mener à bien ses actions. Des actions entravées développent la noirceur des idées, la surévaluation du rôle de la volonté, en fait, je n'en veux pas vraiment, de cette nouvelle voiture, et déconnectent le discours des actions, qui devient plus ou moins un langage inconsistant. Les paroles de projet ou d'engagement ne sont pas réalisées, le langage, en général, porte sur des actions impossibles, si j'étais riche. Ou sur tout thème vide de possibilités d'agir, actualité, météo, passé et futur lointain. L'intégration des niveaux cognitifs et dynamiques. Portrait de Pierre Janet par Eugène Pirou. Pierre Janet s'attache à montrer expérimentalement l'effet de la force et de la fatigue, niveau dynamique, sur la synthèse, niveau cognitif. La synthèse est le processus cognitif de maintenir simultanément à l'esprit plusieurs perceptions et idées. Elle détermine l'étendue du champ de conscience, ensemble des phénomènes psychologiques temporairement groupés. La synthèse est augmentée par la force, qui s'observe au nombre et à la qualité des actions, ainsi qu'au rapport action-idée-émotion, et est réduite par une faiblesse temporaire, oscillation circadienne, traumatisme, maladie, ou stable, enfant, adulte en mal-être chronique. Un champ de conscience étroit sera saturé par une seule perception ou idée, ou un très petit nombre, toute la conduite l'exprimant alors sans retenue. Les formes courantes de cet effet sont l'idéomotricité, toute idée action simple à peine évoquée se traduit en mouvement et se réalise. Les jeunes enfants miment irrésistiblement les gestes évoqués dans une chanson, un adulte fatigué allume une cigarette ou ferme sa porte à clé machinalement, automatisme de Janet. La distraction, les phénomènes non intégrés par synthèse sont négligés, ils peuvent toutefois subsister en mémoire. Un enfant jouant au soleil oublie qu'il a soif, mais vide la bouteille en apnée quand son parent la propose. Un adulte fatigué croise un ami sans le reconnaître, traverse la rue sans regarder. Le défaut de synthèse altère les capacités d'attention concentration, de persévérance, et de jugement, formation de rapport entre plusieurs idées. L'émotivité, toute idée de peine provoque immédiatement une violente crise de pleurs, l'idée de joie rend complètement hilar, une peur et tout de suite une panique. Ces émotions sont coupées du contexte, lequel n'est pas présent à l'esprit, et l'intensité de leur expression traduit paradoxalement leur caractère superficiel. Qu'une autre idée soit présentée à l'esprit, elle chasse la précédente, les deux ne pouvant subsister ensemble, et toute la conduite est modifiée dans l'instant. Un champ de conscience large maintiendra assemblées à l'esprit plusieurs perceptions et idées différentes, la conduite reflétera alors une délibération entre ces possibilités variées. L'idée action retenue sera modérée dans son expression par la pondération des autres idées non exprimées mais présentes à l'esprit. La conduite est plus stable et s'ajuste aux éléments complexes de chaque situation.
Les formes courantes de cet effet sont la volonté et la croyance. Elles sont toutes deux le résultat de la délibération intérieure entre plusieurs idées actions maintenues à l'esprit simultanément. La délibération qui aboutit à un acte parmi plusieurs possibles est la volonté, celle qui aboutit à une idée parmi plusieurs possibles est la croyance. Le jugement, il est le résultat du regroupement à l'esprit de plusieurs idées indépendantes pour en produire une nouvelle par synthèse. Ces formes simples débutent dès les actes perceptifs. Pour saluer un ami, il faut non seulement avoir l'idée de son existence, mais aussi mobiliser nos connaissances à son sujet, celles de toute notre relation passée, et attendre qu'il soit en face de nous. L'observation des règles, les règles morales et logiques constituent de considérables complications des conduites simples. Ne peuvent y accéder que les sujets ayant plus de force qu'il n'en faut pour réaliser les actions courantes. C'est ce surplus de force qui permet de compliquer l'acte en y intégrant par exemple la règle du tiers exclu, la bonne chronologie, la pudeur ou la politesse. La Madeleine de Janet. Pierre Janet va également résumer de façon saisissante, dans le premier volume de son livre De l'angoisse à l'extase, publié en 1926, sa psychologie de la conduite humaine à travers l'observation très vivante d'une grande névropathe. Les diverses études rassemblées dans ce livre ont en effet pour centre l'observation d'une femme, Pauline Lerre-Lamotte se rebaptisant elle-même Madeleine Le Bouc, que Janet suivra pendant 22 ans. Si la première partie de l'ouvrage est toute consacrée à l'étude du cas Madeleine, la deuxième partie est centrée sur l'étude des croyances. Enfin, la troisième partie ramène le lecteur à l'interprétation des troubles de sa malade. Il examine chez elle l'état psychasthénique fondamental avec les doutes et les obsessions et essaie de retrouver dans ses délires en apparence si variés les traits caractéristiques du délire psychasthénique. Critique. Dans ses tropismes, publié pour la première fois par De Noël en 1939, Nathalie Sarraute effectue une critique tacite de l'activité psychologique de Pierre Janet dans le domaine de la littérature. En effet, sans nommer Janet, Sarraute présente, dans le tropisme 12, un célèbre professeur au Collège de France qui se plaît à farfouiller, avec la dignité des gestes professionnels, d'une main implacable et experte, dans les dessous de Proust ou de Rimbaud, et, étalant aux yeux de son public très attentif leur prétendu miracle, leur mystère, il expliquait leur cas dixièmement. La ressemblance entre ce personnage anonyme et Pierre Janet est aussi physique, avec son petit île perçant et malicieux, sa cravate toute faite et sa barbe carrée. Il ressemblait énormément au monsieur peint sur les réclames, qui recommande en souriant, le doigt levé, saponite la bonne lessive, ou bien la salamandre modèle, économie, sécurité, confort. 10. Une telle comparaison renforce la satire livrée par l'auteur dans ce texte. Publication. Ouvrages originaux. Melbrane chez les esprits animaux. De la recherche de la vérité. Paris, Alcan, 1886. L'automatisme psychologique. Paris, Félix Alcan, 1889. En ligne archive. Bacoverulamus Alchemici Philosophie Quid de Bury, Bacon et les alchimistes. Angers, Imprimerie Burdin, 1889. L'état mental des hystériques. Bibliothèque médicale Charcot de Bove. Paris, rue F et compagnie, 2 volumes. Les stigmates mentaux, 1893. 2. Les accidents mentaux, 1894. Manuel de philosophie du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique. Paris, Nani, 1896. Névrose et idées fixes. Paris, Alcan, 1898, 2 volumes. En ligne archive. Les obsessions et la psychasthénie. Avec Fulgence Raymond, Paris, Alcan, 1903, 2 volumes. The Major Symptoms of Hysteria. Londres et New York, Macmillan, 1907. Les névroses. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1909. En ligne archive. Les médications psychologiques. Paris, Alcan, 1919. 3 volumes. La médecine psychologique. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1923. En ligne archive. Les stades de l'évolution psychologique. Paris, Chanine Malouane, 1926.
De l'angoisse à l'extase. Études sur les croyances et les sentiments. Paris, Alcan. Volume 1, Un délire religieux. La croyance, 1926. Volume 2, Les sentiments fondamentaux, 1928. En ligne archive. La pensée intérieure et ses troubles. Paris, Chanine Malouane, 1927, 452 pages. L'évolution de la mémoire et de la notion du temps. Paris, Chahine, 1928. En ligne archive. L'évolution psychologique de la personnalité. Paris, Chahine, 1929. En ligne archive. La force et la faiblesse psychologique. Paris, Malouane, 1932. L'amour et la haine. Paris, Malouane, 1932. En ligne archive. Les débuts de l'intelligence. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1935. En ligne archive. L'intelligence avant le langage. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1936. En ligne archive. Ouvrage réédité. Contribution à l'étude de l'état mental des hystériques. L'Harmattan, 2004. Les obsessions et la psychastéie. 3 volumes, L'Harmattan, 2005. Vol 1, ISBN 2 à 7475-9258 à 8. L'automatisme psychologique. L'Harmattan, 2005. L'amour et la haine. L'Harmattan, 2005. La médecine psychologique. L'Harmattan, 2005. ISBN 2 à 7475-8181 à 0. Texte en ligne, 1 archive. Cet ouvrage éclaire notamment les résultats expérimentaux de Janet sur l'hypnose et la suggestion. L'évolution psychologique de la personnalité. L'Harmattan, 2005. ISBN 2 à 7475-7784 à 8. L'évolution de la mémoire et de la notion du temps. L'Harmattan, 2006. Philosophie et psychologie, 1896. L'Harmattan, 2006. Névrose et idées fixes. 2 volumes, L'Harmattan, 2007. Les médications psychologiques. 3 volumes, L'Harmattan, 2007. La pensée intérieure et ses troubles. L'Harmattan, 2007. Œuvre choisie. Conférence à la Salpêtrière. L'Harmattan, 2003. La psychanalyse de Freud. L'Harmattan, 2004. ISBN 2 à 7475-7532 à 2. Leçon au Collège de France. L'Harmattan, 2004. Premier écrit psychologique. L'Harmattan, 2005. L'amnésie psychologique. Le cas Emma Doutempal. L'Harmattan, 2006. Philosophie et psychologie. L'Harmattan, 2006. Les formes de la croyance, posthume, introduction et notes de Stéphane Gampur, Florence Rina, postface Florence Rina, Stéphane Gampur, Les Belles Lettres, 724 pages, 2021. ISBN 978 à 2 251 451 954. Préface ou introduction d'ouvrage. Harald Fding. Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience. Paris, Alcan, 1900. Joseph Grasset. Le spiritisme devant la science. Montpellier et Paris, Coulet et Fils, 1904. Sud. Sainte-Terre. Psychologie du nombre et des opérations élémentaires de l'arithmétique. Paris, Douine, 1907. Joseph J. Strauss. La subconscience, traduction de l'anglais. Paris, Alcan, 1908. Pierre Saint-Yves. La simulation du merveilleux. Paris, Flammarion, 1912. Paul Maurice Legrain et Amary. Les causes psychologiques de l'alcoolisme. Clamart, édition Gesser, 1920. G. Lamarck. Théodule Ribaud. Choix de texte et études de Heluvre. Paris, Rasmussen, 1925. Richard von Krafft-Ebing.
Psychopathia Sexualis. 16e et 17e édition allemande refondue par Albert Moll, traduction française, 1931. Paris, Peyo, 1950. Vladimir Drabovitch. Fragilité de la liberté et séduction des dictatures. Paris, Mercure de France, 1934. C. Kanzouski. La pensée préconsciente, essai d'une psychologie dynamiste. Paris, Alcan, 1939. Lienhard Schwartz. Neurasthénie. Bâle, Benoît Schwab, 1939. Jean Dillet. La dissolution de la mémoire. Paris, Presse universitaire de France, 1942. Léon Dupuis. Les abolies sociales. Le scrupule. La timidité. La susceptibilité. L'autoritarisme. Paris, Alcan, 1940. Sur Pierre Janet. Document autobiographique. En Autobiography of Pierre Janet in Murchassansé. Édition A History of Psychology in Autobiography, 1930, volume 1, page 123 à 133. Autobiographie psychologique, les études philosophiques. Nouvelle série, No 2, avril-juin 1946, page de 81 à 87. Document biographique. Janet, Marie, Pierre, Félix, in les professeurs du Collège de France. Dictionnaire bibliographique, de 1901 à 1939, de Charal, C. et Telquet, et 1988. Paris, page 103 à 105. Pierre Janet de l'Institut in Dictionnaire national des contemporains de Nuremberg, 1936, page 335.